Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'un thème dont on parle pour l'instant très peu dans nos cénacles. Bon, on parle beaucoup de monitoring, on parle beaucoup d'observabilité. Là, ce que je vais vous évoquer, c'est surtout l'autoremédiation dans le cadre de la gestion des incidents. Donc, on va parler des principes, des stratégies et des outils. Donc, dans l'introduction, je vais vous parler vraiment de la place de l'autoremédiation dans l'incident management. Ensuite, j'ai pris le parti d'aborder ce sujet sous 3 regards différents. Donc, d'abord le regard technique, donc comment l'art de la résolution instantanée. Ensuite, on va plus prendre une posture stratégique et organisationnelle, donc se mettre dans la peau d'un DSI. Et en dernier lieu, on verra vraiment tous les enjeux business, donc vraiment, là, on prendra la posture d'un dirigeant. Donc très rapidement, je me présente. Donc moi c'est Samuel Dessau. Donc que j'ai créé S4IT donc en 2023. Donc c'est petit. Pour l'instant, je suis à l'échelle d'une petite TPE. Donc moi, mon corps de métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises de grands comptes jusqu'à tout ce qui est PME, ETI, vraiment sur les sujets de performance, de résilience. Je fais aussi pas mal de formations. Et là, je continue à faire grandir ma petite structure en mettant en place des partenariats dans le cadre de mes activités, donc avec OpenSearch qui a été fait récemment. Je suis aussi membre de France Numérique et du CINOV. Donc, rapidement. Donc, en introduction, je vais vous parler, donc, on va revoir ce que c'est vraiment l'incident management, donc la gestion des incidents, pas faire de longue théorie. Bon, vous connaissez à peu près les grandes étapes. Je vais d'abord détecter un incident. Si je dois faire une analogie, quand j'explique ça à ma femme qui est très curieuse de ce que je fais, quand tu as un gamin, c'est la détection, c'est allô maman bobo. Donc, là, c'est la partie détection. On va ensuite vraiment classifier, prioriser. Bon, le bobo, il est grave, moins pas du tout grave. Donc, on va évaluer les incidents donc, en fonction de leur impact et de leur urgence pour allouer efficacement les ressources. Et on va aussi évaluer, comme je disais tout à l'heure, vraiment, j'insiste sur ce mot impact, l'impact sur les utilisateurs, les clients et les systèmes clés. Donc, en utilisant des matrices, par exemple, la matrice de priorité utile. Donc, j'ai sauté une étape. Après, on va faire un diagnostic. Donc là, on va rentrer vraiment dans la partie observabilité. Bon, j'ai le bobo. Pourquoi j'ai ce bobo la route cause, elle est telle ou un tel. Donc là, on va utiliser des outils comme Grafana, ELK ou autres. Et après, donc on va venir vraiment à la partie résolution qui sera soit manuelle, soit semi, voire complètement automatisée. Donc ça va être vraiment l'objet de... Là, on va faire le focus dessus après. Après, on va reprendre les différentes étapes, donc tout ce qui est la partie communication, documentation, automatisation, amélioration continue. Donc là, je rebrosse vraiment les différents piliers de l'incident management dont fait partie l'auto-remédiation. Donc les enjeux techniques. Bon, quand je dis l'auto-remédiation, tout le monde comprend, c'est la résolution automatique. Bon, quand je dis ça, je dis rien, mais comme dirait l'autre, le diable se cache dans les détails. Et on va voir vraiment les enjeux, les challenges et surtout l'intérêt de mettre en place de tels systèmes. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment l'autoremédiation? C'est 4 choses. C'est d'abord une détection autonome. Donc, mon système va identifier le problème sans une intervention humaine. Je vais faire ensuite on va passer ensuite dans une phase d'analyse automatique. Donc, on va aller chercher vraiment les routes causes. Troisième étape, on va mettre en place une résolution indépendante, donc on va mettre en place des actions correctives. Et ensuite, une fois qu'on aura fait cette résolution, donc on va pouvoir permettre une amélioration continue, c'est-à-dire que le système va apprendre de chaque incident. Bon, quand je dis ça,
ils nous vendent du rêve, on est vraiment dans le meilleur des mondes. Mais l'informatique, s'il n'y avait pas de challenge, on s'emmerderait. Donc, il y a quand même des beaux challenges, parce que qui dit auto-remédiation, c'est comme pour l'observabilité. Il faut partir sur des bonnes données. Donc, en l'occurrence, il faut déjà partir sur des bonnes métriques. Donc, pour ça, on va mettre en place des systèmes de surveillance, comme souvent Prometheus et Grafana, qui, eux, vraiment permettent un monitoring assez sophistiqué et qui ont plus l'avantage de s'intégrer dans des plateformes d'alerting, comme PagerDuty pour déclencher les actions correctives. Donc, vraiment, déjà, avoir... Et c'est là que je veux dire la complexité, c'est pas dire bon, je vais faire de l'auto-remédiation, c'est super, je n'ai rien à faire. C'est vraiment déjà avoir les bonnes métriques et avoir vraiment les bons seuils d'alerte. Parce que l'auto-remédiation va se nourrir de ces systèmes qu'on aura mis en place en amont. Si c'est trop sensible, si vous êtes un peu stressé, que vous voulez être averti en temps réel, entre guillemets, vous allez générer des faux positifs. Et vous allez épuiser les ressources. Si vous êtes, à contrario, trop laxiste, vous risquez de manquer des incidents critiques. Donc vraiment, l'enjeu, c'est d'établir une corrélation intelligente entre les métriques pour identifier précisément la source du problème avant le déclenchement de l'auto-remédiation. Ensuite, bon, là, j'ai parlé de métriques, donc là, je suis parti vraiment des datas de base. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui est à la partie architecturale et leur business. Donc, on va mettre en place des workflows via soit Ansible Tower ou Jenkins pour orchestrer les actions correctives. Donc, on va mettre en place, par exemple, un playbook pour les scénarios courants. Par exemple, je redémarre un service, je vais nettoyer les logs, etc. Qui dit workflow dit mise en place de mécanismes de validation, parce qu'à chaque étape, il faut vraiment qu'il y ait des points de contrôle, vérification d'état du système avant et après intervention, faire des tests de non-régression, des rollbacks automatiques en cas d'échec. Et ensuite, le troisième point, et ça c'est un point qu'on évoque peut-être pas assez dans les projets de monitoring, c'est vraiment la cartographie, avoir une vue sur la gestion des dépendances. Par exemple, on va faire une cartographie dynamique des relations entre services, comme avec un service genre Mesh. Ensuite, bon, la partie architecturale, la partie donnée, un sujet qui reste non négociable, qui est un impératif. Là, c'est tout ce qui est aspect sécurité et gouvernance. Donc, dans la sécurité, vraiment, on aura le challenge vraiment mise en place des permissions, vraiment limiter les droits d'accès au script d'auto-remédiation. Tout ce qui est partie vraiment garde-fou, rajouter les étapes de validation avant chaque action critique. La partie audit, vraiment tracer tout ce qui se fait. Et en plus, in fine, donc le dernier point, c'est les outils d'IAM, vraiment pour la gestion des identités et des accès. Donc c'est pour ça que l'autoremédiation, c'est vrai que, comme me disait un de mes stagiaires en formation, c'est la lumière au bout du tunnel, mais pour arriver au bout du tunnel, on a quand même énormément de challenges. Comme je disais, c'est ce qui fait le charme de notre métier. Donc on va prendre un use case tout simple, vraiment le classique. Pour ça, bon, je ne vais pas trop insister le temps. Donc on va imaginer, on va redémarrer de manière automatique un serveur. J'ai 4 phases. J'ai la détection d'abord. Donc je prends le cas, j'ai un Prometheus qui identifie une surcharge CPU au niveau de mon serveur qui dépasse 90% pendant 5 minutes. Ça va enclencher, non. On va passer à une phase de déclenchement. Donc Prometheus va balancer dans Grafana qui lui va envoyer une alerte à un outil d'automatisation, donc par exemple Ansible. Ansible, donc là on va passer à la phase action. Donc là ça va être un script qui va exécuter un redémarrage contrôlé du serveur concerné, donc par exemple un playbook. Et une fois qu'on aura fait l'action, on aura la partie vérification. Donc le système va valider que le redémarrage a résolu le problème. Donc voilà, là je prends un exemple de redémarrage de serveur via un playbook Ansible. Donc malheureusement pas trop de temps pour m'étaler sur la partie technique, mais voilà, ça
c'est vraiment la solution la plus simple, donc vraiment la mise en place de Playbook. Sinon, on a d'autres outils comme Stackstorm et Rundeck. Bon, Stackstorm, c'est un outil assez récent qui est puissant, mais il faut avoir, comme on disait tout à l'heure, avoir beaucoup de patience, il est assez complexe. En fait, c'est une plateforme d'open source, qui est open source, d'automatisation, qui est pilotée par les élèves, qui est conçue vraiment pour intégrer, orchestrer et intégrer divers services et outils au sein d'une infrastructure. Donc ça a permis de créer des workflows automatisés qui réagissent à des déclencheurs spécifiques. Donc pour ça, en termes de fonctionnalité, on a une automatisation, une intégration des outils, avec pas mal d'outils existants, on a des workflows et pas mal de packs disponibles. Ce qu'on appelle les packs, on appelle ça justement, en plus ça me fait marrer, ça me fait penser à un film préféré de mon fils, on appelle ça des mignons. On voit, donc je vous renverrai sur ces parties-là, sachant que moi, avec le projet OpenEdgeLab que je mène au sein de mon entreprise, donc je suis en train de commencer à créer les formations sur ces sujets. Et je vais mettre en place des webinaires, des formations autour de ces sujets d'autoremédiation pour le premier semestre 2025. Mais ça, j'aurai le temps de communiquer sur LinkedIn. Voilà. Bon, là, je vous ai brossé rapidement l'aspect technique. Mais la technique seule, ça n'a pas d'intérêt. Il faut passer une strate au-dessus. Vraiment les enjeux stratégiques et organisationnels. Donc là, on va quitter vraiment la sphère technique et prendre la casquette du DSI. Pourquoi moi, en tant que DSI, j'aurais besoin qu'il y ait une stratégie d'autoremédiation au sein pour mon système d'information. Les enjeux stratégiques, c'est vraiment tout ce qui relève de la résilience et la continuité du service. Donc, déjà réduire les temps d'arrêt, donc garantir une disponibilité maximale avec une réduction d'à peu près 60% des installations de service. L'idée, c'est aussi de maintenir les SLA critiques grâce à des mécanismes de bascule automatique en moins de 30 secondes. L'autre enjeu, c'est d'avoir une réponse rapide, donc une réponse automatique des incidents en moins de 5 minutes pour 80% des cas courants. Et après, l'idée, c'est aussi d'avoir une gestion proactive des risques, pas attendre que ça nous tombe sur la figure. Donc pour ça, vraiment utiliser être dans une démarche d'analyse prédictive en utilisant tout ce qui est la partie machine learning pour identifier vraiment les signaux précurseurs de défaillance. Ensuite, l'autre point qui est important, si je me mets dans la peau d'un DSI, c'est vraiment l'optimisation des coûts opérationnels. Donc vraiment, on dispose d'avoir tout ce qui est l'impératif de disponibilité continue. La réduction ensuite des coûts IT. En général, le fait de ne plus dépendre d'un service externe, par exemple, genre, je crée un ticket pour aller qu'un simple technicien qui s'ennuie derrière son poste, qui me fait un restart d'Apache. Avec l'autoremédiation, moi, je fais des économies. Ça me permet on estime en général une baisse de 35% des coûts. Et ça permet d'économiser en moyenne de 180 000 € par an pour une infrastructure moyenne. C'est les estimations que l'on fait. Et au-delà de ça, le fait de pouvoir réduire ses coûts IT, d'avoir une disponibilité continue, ça me permet aussi de mieux gérer mes équipes et donc de les redispatcher vraiment sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc d'être plus productif. Donc là, on a vu toute la partie opérationnelle. Après, il y a toute la partie vraiment la sécurisation des environnements IT. Donc en trois phases. Donc vraiment pouvoir apporter une réponse automatique aux menaces. Qu'on passe par les CIEM ou on passe de l'analyse comportementale. Avoir aussi une conformité en continu. Donc c'est que là je dirais plus sur tout ce qui est la partie sécurité. Donc une application automatisée des correctifs de sécurité sous 4 heures. Et aussi réduire les erreurs humaines, parce que souvent le problème c'est que ça se passe entre
entre le clavier et l'écran. Et en général, on estime qu'il y a une diminution de 80% des incidents de sécurité qui sont liés aux erreurs humaines grâce à l'automatisation de ce genre de tâches critiques. Ensuite, en tant que DSI, une fois que j'ai vu tous ces aspects opérationnels, ces aspects de sécurité, pour moi, c'est aussi me donner les moyens d'accélérer l'innovation au sein de ma DSI. Et ça, l'innovation, on peut l'avoir sous trois angles différents. Le premier c'est s'il y a un environnement DevOps qui soit optimisé. Donc avec tout ce qui est la partie intégration, intégration continue, développement continu. Ça va être aussi une innovation contrôlée, donc avec les infrastructures de test qui utilisent l'Istio, Kubernetes, qui permettent des rollbacks automatiques en 30 secondes. Ça va être aussi la capacité de tester simultanément par exemple 5 versions de fonctionnalités sur 20% du trafic, ce qui augmente le taux de succès des nouvelles features. En général, on passe de 35 à 85%. Et après, toute la partie, toute la partie scaling vers du cloud natif. Pas de questions? J'ai largué personne pour l'instant. Ensuite, bon, là, j'ai débordé, je vais être entre le DSI et le dirigeant. Je suis DSI, je suis responsable d'un DSI, mais je suis responsable d'un ensemble de services que je fournis à mes clients. Grâce à l'auto-remédiation, je vais pouvoir optimiser mon expérience utilisateur. Donc en général, le taux de satisfaction du client il a augmenté de 45% grâce à une disponibilité optimale. Ça permet aussi de réduire les downtime de 85%. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça facilite, ça fidélise de manière plus conséquente les utilisateurs. On a ensuite une meilleure réactivité. Donc en général, la résolution automatique de 90% des incidents, ça se fait en moins de 3 minutes, contre une moyenne sectorielle de 4 heures. Après, l'innovation, elle est aussi accélérée parce qu'on réduit vraiment les cycles de développement grâce vraiment à une élimination de 75% des incidents bloquants. Donc là, on a parlé vraiment de l'aspect organisationnel, mais il y a aussi vraiment des enjeux culturels, aussi toute cette dynamique de transformation culturelle, vraiment par la mise en place d'une culture DevOps. Donc, la création de bibliothèques, mise en place d'outils, vraiment toute l'évangélisation des équipes. Mais tout ça, ça suppose, on parle de transformation, qui dit transformation, vraiment dit aussi accompagnement au changement. Donc tout ça, ça passe par des formations intensives, coaching, etc. Donc la mise en place, donc la partie DevOps, c'est aussi renforcement de la collaboration, donc, via l'intégration d'un CI/CD, tout ce qui est partage des responsabilités, et ça permet aussi d'avoir des feedbacks améliorés. Et donc là, par la mise en place du DevOps, l'accompagnement au changement, il y a aussi toute la thématique l'upskilling des équipes IT. Donc, qui dit automatisation, on dit la formation des ingénieurs aux techniques d'automatisation avancées, formés sur l'Ansible, le Puppet, etc. Aussi une formation sur tout ce qui relève de l'orchestration. Donc, on va me former sur Sidestone, sur l'Ansible, sur du Rundeck. Ensuite, toute la partie scripting avancée. Et après, toute l'intégration dans les formations. Donc, vraiment incorporer les pratiques d'auto-remédiation dans les programmes de formation interne. Donc là, je vous ai fait un peu le catalogue, j'ai un peu le catalogue la redoute de tous les avantages. Je vais dire, ouais, c'est super, on va le faire. Mais, il y a quand même des limites, hein, ça serait trop beau. Mettre tout ça, pour moi, en tant que DSI, c'est quand même trois choses. C'est que il y a une complexité dans la mise en œuvre. En général, donc il faut compter au moins 6-8 mois en termes d'organisation, de planification. On a besoin de synchroniser des outils
variés, y avoir qui sont basés sur des scénarios d'autoremédiation qui sont énormes. Donc, ça suppose aussi d'avoir une adaptation des processus utiles existants. Le risque aussi, on le dit toujours, l'automatisation c'est bien, mais ça peut vite devenir une drogue dure. La dépendance à l'automatisation, en fait, quand on est trop dépendant à l'automatisation, c'est qu'on a un risque de perte d'expertise en résolution manuelle des incidents critiques. Parce qu'à force, c'est vrai qu'on a toujours des yeux de chimène quand on parle d'automatisation, mais tout n'est pas automatisable. Il y aura forcément des choses qui vont vous passer qui vont passer à travers les mailles du fil. Parce que l'informatique, c'est qu'aucun aime bien tendance à avoir des choses bien complexes. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de maintenir des compétences traditionnelles pour les cas non automatisables, qui en général représentent 25% des incidents. Donc un besoin de plan de contingence en cas de défaillance des systèmes automatisés. Moi je prends un exemple. Il y a 3 ans, on m'avait appelé pour un incident sur l'hébergement du site web de l'Humanité. Là, l'autoremédiation, je pense que j'aurais pu rêver pendant des siècles. En fait, on a passé 2 jours et 2 nuits à devoir décortiquer, à faire du reverse engineering pour remonter toute l'infrastructure. Mais là, vraiment, on est dans un cas où l'automatisation n'aurait servi strictement à rien parce que ça dépassait vraiment le stade d'un simple service. Ensuite, il y a la partie vraiment le coût initial. C'est que tout ça, c'est bien beau, mais ça a un coût. Mettre en place vraiment l'autoremédiation, c'est un investissement qui représente à peu près 40% du budget IT annuel. Donc ça suppose ça inclut l'acquisition de plateformes, les formations par collaborateurs, l'intégration des outils. Donc ça a un coût à prévoir. Et en général, le ROI, on l'estime vraiment entre 18 et 24 mois. Donc c'est pour ça la stratégie. Encore répétant, monsieur? Là, 2 minutes. Merde. On va. Il doit prendre le train en fait. Merci. Donc la stratégie pour exploiter l'autoremédiation, donc on va vraiment bien aborder le sujet. Commencez toujours par des choses simples. N'allez pas monter Notre-Dame de Paris, commencez par vraiment des petits trucs simples, redémarrer un service, un petit service, un Apache ou autre. Mettre en place aussi des garde-fous. Adopter l'approche DevOps en appliquant les équipes de développement et d'exploitation de la conception. Et j'insisterai toujours, ça c'est mon mantra, c'est un peu obsessionnel, c'est évaluer continuellement les impacts. Donc toujours mesurer régulièrement les gains opérationnels, financiers et stratégiques. Foncez pas toujours tête baissée en disant ouais c'est super. Et il y a toujours un œil dans les airs. Bon, je parle vraiment quand on a la casquette de DSI. C'est fini. Ensuite, dernier sujet, donc l'enjeu business, donc vraiment le ROI d'automatisation. Qu'est-ce que ça nous permet? Si je me mets dans la peau d'un dirigeant, ça nous permet une réduction jusqu'à 40% des coûts opérationnels grâce à l'automatisation des tâches. Ça permet une réallocation stratégique des équipes IT vers vraiment des projets à plus forte valeur ajoutée. Ça permet aussi une diminution significative des heures supplémentaires liées aux interventions d'urgence. Et c'est des heures de sommeil en plus, surtout quand on va intervenir la nuit. Et ça, je viens de l'apprendre, donc c'est connu, j'ai mes heures de gloire là-dessus. Ensuite, est-ce qu'on a la minimisation des temps d'arrêt, ce qu'on appelle le MTTR, de 45 minutes à 3 minutes en moyenne. Et ça, forcément, c'est un impact sur le chiffre d'affaires, avec une disponibilité des services critiques qui battent le RAC. 99,99. Et on estime en général les économies à peu près à 15 000 € par heure d'interruption évitée pour les applications critiques. Bon, après, je vais aller rapidement sur la transformation digitale. Là, non, le DSI et le dirigeant, c'est un de mes sujets. L'autoremédiation, ça permet vraiment une accélération de l'innovation, ça la facilite, ça renforce aussi la sécurité et ça améliore l'expérience client. Donc en conclusion, l'autoremédiation, même si
en bon cartésien, on va se dire, ils nous vendent du rêve. Waouh, c'est beau. Il y a des challenges comme dans tout sujet IT. Mais à partir du moment qu'il y a une organisation, qu'il y a une méthode, qu'on prend le temps, c'est quand même un enjeu incontournable. Pour 4 raisons. Parce que c'est un levier de compétitivité. Ça offre vraiment quand même un avantage concurrentiel significatif dans un marché qui est en constante évolution. Deuxièmement, ça représente une évolution majeure des modèles de gestion IT. Troisièmement, là je vais me remettre ma casquette DSI, ça va me permettre de mieux aligner la stratégie IT sur la stratégie globale de l'entreprise. Et quatrièmement, ça ouvre vraiment la voie à des environnements IT plus intelligents et prédictifs. Donc là, après, on pourrait gloser pendant des heures sur l'IA. Et j'en ai fini de ma présentation. Merci beaucoup, Samuel.